Nous accueillons Mathieu. Bonsoir Mathieu. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, bonsoir Claude, puis bravo pour tout ce que vous avez vécu. Je suis un petit peu ému, j'ai pas trop l'habitude de téléphoner sur sur d'être à l'antenne comme ça. Voilà, je vous appelais puis merci pour vos émissions, Laurent. Et je vous appelais en fait par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que j'ai entendu une dame qui était un petit peu dans la détresse justement, et qui pensait que c'était un petit peu immuable ce genre de choses. Et en fait, moi j'ai de la famille qui est touchée aussi par le handicap et j'ai été amené à me renseigner un petit peu sur ces sujets-là. Et il y a une notion qui est assez récente au niveau scientifique qui a émergé ces derniers temps, c'est la notion de la plasticité, que ce soit cérébrale et neuronale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui semble assez encourageant par rapport... Pardon, je vous ai coupé peut-être. Non, du tout. J'ai entendu parler sans être spécialiste, mais c'est vrai que on a entendu parler de ce phénomène-là. Vous en savez davantage? J'ai lu quelques trucs dessus. Alors je suis pas spécialiste du tout. Alors qu'est-ce que ça implique, Mathieu? Comment? Qu'est-ce que ça implique? Donc ça implique en fait justement, c'est qu'avant on pensait que le cerveau, une fois devenu mature, une fois devenu mature, ne faisait que, par exemple, perdre ses neurones et continuer à se dégrader progressivement, alors qu'en fait, c'est donc un neurobiologiste qui a fait des études poussées au niveau justement du cerveau et des neurones, qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, et qui a découvert justement au contraire que c'était un système auto-organisé, ouvert et motivé, qui pouvait, selon justement la pensée et ce qu'on a au fond de nous, finalement, évoluer en fonction... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de maladies aussi psychosomatiques qui dérivent sur des cas très très sérieux, de la même manière que des cas très très sérieux qui avec de la motivation et du courage comme Claude le démontre dans son livre finissent par devenir une aventure finalement qui fait avancer les gens comme Claude le fait aujourd'hui avec son livre, quoi. On est ce que l'on pense, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et puis il y a pas que c'est l'aspect scientifique du problème qui est assez inquiétant en général, parce que les scientifiques ont toujours tendance à être assez dogmatiques sur pas mal de sujets, et ça c'est justement une nouvelle, c'est en train d'émerger en ce moment. C'est justement des scientifiques qui se rendent compte finalement que le cerveau est pas que le cerveau se réorganise en fonction de justement de ce qu'on pense. Donc ça peut être, je pensais justement à la dame tout à l'heure qui était un petit peu déprimée, et il faut éventuellement qu'elle se rassure et qu'elle se dise que il y a aussi des scientifiques qui se sont rendus compte que si effectivement elle est positive, c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui qu'elle peut changer les choses dans le bon sens, quoi. Oui. Vous avez cité tout à l'heure un nom de chercheur. Un neurobiologiste. Oui, comment il s'appelle? Alors c'est Jean-Pierre Changeux. Alors Changeux. D'accord, ça m'intéresse de voir s'il y a des documents là-dessus. Vous dites, il a publié, il a un nom? Alors oui, il a publié. Puis là je vois, là je suis sur un site, alors ça s'appelle sciencehumaine.com, donc il y a un article sur lui. Sinon, de toute façon, sur Internet, vous tapez la plasticité cérébrale ou neuronale, et il y a tout un tas de références, justement qui prouvent, c'est encore très limité. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui cherchent, mais c'est des études qui semblent en tout cas validées, assez sûres, et ils mettent en valeur justement le fait que le cerveau se réorganise, s'auto-organise, et en fonction de finalement de ce qu'on va penser, quoi. Donc je trouve que c'est quelque chose qui peut aussi aider certaines personnes de savoir ça à positiver, justement, parce que s'ils entendent tout le temps le même refrain, à savoir qu'une fois qu'a passé un certain âge, tous les neurones se détruisent, le cerveau ne peut que se dégrader, et non pas. Moi, c'est ce que j'entends souvent, et je constate que beaucoup de gens qui dépriment ont tendance à pas avoir cette information justement sur la plasticité cérébrale par rapport à ça, et c'est à mon avis c'est quelque chose qui peut aider ne serait-ce que d'être informé de ça, à positiver. Oui, on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver dans ce domaine-là, hein. On est presque à l'âge de pierre dans ce domaine, parce que c'est difficile à prouver. C'est plus simple de trouver des choses plus pragmatiques, plus concrètes avec des molécules, alors que là on est un peu dans le
comment dirais-je, presque dans l'imaginaire, quoi. On est dans le cérébral, c'est pas évident à mettre en musique. Comment dirais-je? Tout à fait, ouais. C'est vraiment l'organe le plus complexe du cerveau, quoi. Hein. Du corps humain, pardon. L'organe le plus complexe du corps humain, d'autant plus que c'est là que repose l'âme, visiblement. Enfin, moi, j'ai quelques notions de spiritualité également. Bon, après, ça dépend vraiment de l'approche qu'on a de la vie. Hein. Si on considère que tout se passe ici-bas et que tout s'arrête là et que tout est matériel et que tout est, enfin, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de sens enfin, quand on a une vision de la vie assez matérialiste, c'est aussi, je pense, plus difficile très limitatif, de se rendre compte de certaines choses. Et pour ceux qui ont une vision matérialiste et qui ont besoin de l'appui de certains scientifiques qui eux font des études très cartésiennes, justement, effectivement, il faut qu'ils se renseignent sur la plasticité cérébrale, qui est là, qui peut éventuellement redonner un petit peu d'espoir à certaines personnes, quoi. Alors par rapport à ça, puisqu'on énumère là où on est la science à l'heure actuelle, tu pourras marquer, Claude, il y a alors c'est une neuroanatomiste qui s'appelle J-I-2-L, plus loin Bolte, B-O-L-T-E, et plus loin Taylor, T-A-Y-L-O-R. Alors c'est une neurologue spécialiste du cerveau et elle a subi elle-même en 96 un AVC. Et elle a eu donc un accident vasculaire cérébral brutal avec une hémorragie donc qui s'en est suivie, hein, c'est ce que veut dire un AVC, et située dans l'hémisphère gauche de son cerveau. Et elle s'en est sortie et elle a vécu une expérience de conscience modifiée. Et elle a eu l'occasion de remonter la pente. À l'heure actuelle, tout va très bien. Et elle fait des conférences justement sur cette histoire qui lui est arrivée. Et sur Internet, on peut voir une de ses conférences sous-titrée français. C'est impressionnant. Là aussi, donc, je rappelle le nom de cette neurologue, Jill Bolte Taylor. Voilà pour information. Tout à fait. D'ailleurs, je l'ai vu cette conférence. Ah oui. Et c'est très intéressant. Et justement, elle, ce qu'elle explique au travers de cette conférence, hein, si on parle bien de la même, c'est que c'est après cet AVC qu'elle a pris conscience de tout l'aspect de la spiritualité justement dans sa vie, par rapport à des sensations qu'elle a découvert justement parce qu'il y avait qu'une partie de son cerveau qui fonctionnait. Ouais, qui fonctionnait, tout à fait, ouais. Ouais, donc c'est bien elle. C'est bien elle. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Après, je sais pas, je pense que vous, Claude, vous étiez un marathonien, c'est ça, hein? Oui. Voilà, donc vous êtes quelqu'un de très déterminé déjà. Vous avez construit votre maison comme vous l'expliquez avec vos mains. Vous avez une force de caractère déjà qui est assez particulière et qui a sûrement pu vous aider. Sans doute ça m'a aidé, oui, ça c'est évident. Hein. J'ai toujours été compétiteur dans l'âme. Bon, pour des raisons, je ne sais pas si vous avez entendu de difficultés que j'ai eues étant jeune. J'ai eu un gros problème, et sans doute ça m'a construit. Hein. On est toujours ce qu'on est enfant, quoi, en fonction des difficultés qu'on rencontre. Et c'est vrai que j'ai été compétiteur. J'ai découvert que finalement on peut se surpasser, hein, sur le plan physique, sur le plan aussi moral. On peut aller au-delà des souffrances, quoi. Et j'ai même appris, quand on est marathonien, je n'étais pas un grand marathonien de haut niveau, mais je sais qu'au-delà d'une certaine souffrance, quelque part, arrive une certaine forme de sérénité, quoi. Faut jamais être effrayé par la souffrance. Enfin, non, mais tout à fait. Il y a un au-delà, quoi. Il y a un au-delà. On peut toujours repousser les limites, quoi. Hein. À 20 km, quand on est prêt à arrêter, le 21e, peut-être les choses vont changer. Et peut-être le 30, etc., quoi. Donc, il faut pas être... faut aller plus loin, quoi. Toujours plus loin, tant qu'on peut. Tout à fait, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, pour les gens qui ont pas cette expérience effectivement que vous avez, il y a aussi effectivement d'autres chemins, peut-être effectivement, s'ils n'arrivent pas à trouver la force en eux, pour se rassurer, hein, parce que souvent c'est ça, les gens sont inquiets quand il s'agit j'entendais tout à l'heure parler d'angoisse, de crise d'angoisse, de crise de panique. C'est vraiment pour réussir à sortir de ces crises de panique et de pouvoir après réussir à positiver et trouver d'une certaine manière la rage de gagner, comme vous disiez tout à l'heure, enfin la rage de vaincre. Je pense que c'est une chose, hein, cette rage elle est indispensable, mais c'est vrai qu'il faut avoir je pense que vous avez une certaine force, hein, c'est indéniable, hein, on l'entend bien dans la façon. Enfin, j'ai pas lu votre livre, hein, je vous ai écouté lire certains passages tout à l'heure. D'ailleurs, je vous félicite parce que vous écrivez très bien.
Merci. Et on sent, alors vous exprimez vraiment très très bien les différents passages par lesquels vous êtes passé. Moi, ça m'a mis la larme à l'œil quand je vous ai entendu décrire le passage où vous êtes rendu compte de votre situation quand vous vous êtes retrouvé dans la salle. Ouais, c'est violent. Hein. Ouais. Et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui malheureusement ils restent dans cette salle parce qu'ils n'ont pas ou bien cette force de caractère que vous avez, ou bien quelque chose de rassurant sur lequel se reposer pour éventuellement, s'ils l'ont pas encore découvert, essayer de découvrir cette force qui est en eux. Et éventuellement, effectivement, c'est pour ça que je parlais de la plasticité cérébrale et de ce genre de choses, c'est qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui travaillent sur ce genre de choses et que ça commence à émerger. Effectivement, il y a des dossiers à droite à gauche qu'on peut trouver sur internet qui évoquent ça pour ceux qui sont vraiment très inquiets, quoi, si ça peut les rassurer, quoi. Alors d'ailleurs, j'avais oublié de mentionner le titre du livre de Jill Bolte Taylor. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, le titre français c'est Voyage au-delà de mon cerveau, paru aux éditions JC Lattès. Lattès, L-A-2-T-E-S. Voilà. Bah écoutez, je vais pas vous déroger plus longtemps. Et puis, merci pour votre témoignage, Claude. Merci pour vos émissions, Laurent. Et puis voilà. Bah, merci pour ton intervention, Mathieu. Merci Mathieu. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 20. Il est vrai que autant des scientifiques peuvent parler des différentes découvertes qui ont lieu, autant dans ton cas, Claude, tiens, le tutoiement là, dans votre cas... C'est normal, c'est la nuit, et tout est cool, et il n'y a pas de souci. Il y a justement le fait d'avoir traversé, je dirais, ce feu initiatique, et d'avoir ce recul en fonction de ton expérience, qui n'est pas celle des autres, ce qui rend d'autant plus fort justement ce témoignage et des conférences et de l'impact que cela peut avoir. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'extérieur qui parle d'hypothèses, d'expériences, de chiffres. Là, tu as traversé ce feu purificateur, je dirais, initiatique. Et puis ce que je disais tout à l'heure, le passage, la bascule. Ouais. Et d'avoir justement ce regard, ce recul vis-à-vis de la maladie d'une manière générale, ce qui sera certainement ton prochain livre. Pour dire à quel point c'est une lutte, tu parlais d'un combat tout à l'heure pour parler de ton expérience au quotidien, c'est lorsque tu as été en mesure, plus ou moins, de pouvoir reconduire. Alors cette histoire, elle est aussi magnifique. J'aimerais que tu nous décrives un petit peu ce passage où, le chapitre du permis de conduire. Oui, alors déjà d'une part, tu as comment on appelle ça, quelqu'un d'une auto-école qui est assis, tu rentres dans la voiture, tu conduis, tu dis écoutez, pour moi pas de problème, mais puis je te laisse nous décrire un petit peu la suite. Ah oui, là c'est un sketch parce que effectivement quand on a été tétraplégique, forcément on doit repasser un examen. Parce que au cas où, même si on est en capacité de conduire, au cas où on a un accident, tout le monde pourrait se retourner en disant oui, mais est-ce qu'il a vraiment recouvré ses facultés pour pouvoir conduire? Donc au centre de l'Arche, on m'a dit non, vous êtes obligé de passer devant une commission pour savoir si vous êtes apte à conduire. Alors moi, ce qui me paraissait plus important, c'était pas une commission, c'était surtout une capacité réelle, les fesses dans une bagnole avec le volant. Un moniteur d'auto-école m'a dit qu'effectivement ça allait à peu près, ça allait même, on va dire, même si je trichotais un peu parce que mes mains ne serraient pas beaucoup. Et puis on se rend compte que lorsqu'on est au volant, finalement il y a un ressort de rappel de l'accélérateur et du frein, et finalement il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de force, on sent, voilà. Et lorsque je passe dans cette commission de validation, validité de permis de conduire, non, on repasse le permis, quoi. On va voir si on est apte. Et je tombe sur 2 médecins qui, visiblement, le Guillain-Barré, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était, quoi. Alors c'est dramatique parce que c'est eux quand même qui vont me valider mon autonomie ou pas, ou si je dois avoir un ticket d'ambulance qui va coûter cher à la sécurité sociale, plutôt que de savoir si je suis en capacité de conduire. Et ils sont plutôt habitués à redonner le permis de conduire à des gens qui ont des problèmes avec l'alcool. Donc il y a tout un circuit, on passe de la secrétaire qui nous envoie dans un deuxième médecin, puis un premier médecin, puis un deuxième médecin, et après, on passe par un autre couloir de façon à ne pas
rediscuter avec les médecins précédents fait, pour pas gueuler, quoi. Hein, c'est bien fait. Hein. C'est bien fait. Hein. Donc, ce médecin me fait me déshabiller, me demande qu'est-ce que c'est que le Guillain-Barré, pratiquement. Ah oui, vaguement, on se souvient il doit avoir de vagues souvenirs de ce que c'est. Et puis le deuxième médecin, pour me tester, regarde, d'abord il me fout à poil, je vois pas tellement l'intérêt, mais c'est comme ça. Et puis il me demande d'appuyer sur sa chaussure pour voir si je suis capable d'appuyer sur sa chaussure. Et il me demande pas pourquoi c'est faire, c'est pour me tester, je suis nu-pied. Et il dit, oh, vous appuyez pas très fort. Non, d'abord parce que je suis sensibilisé par les doigts de pied, ça me fait mal, donc j'appuie pas. Parce que je savais pas que c'était là l'examen ultime pour me donner ou non le permis de conduire. Et j'appuie moyennement, il me bredouille, pas très fort, relevé, voilà. Et puis après, je retourne voir le premier médecin. Il me dit, rhabillez-vous, allez voir la secrétaire. Donc, deuxième bureau, je peux plus faire demi-tour. Et là, la secrétaire, elle me dit, ah, désolé, le permis de conduire vous est supprimé. Mais pourquoi? Ah, c'est les médecins qui l'ont dit. Je vais aller voir le médecin, je vais discuter. Comment ça se fait que vous me l'avez... On n'en a pas parlé pendant la séance, la consultation. Ah non, mais c'est comme ça. Au suivant. Et en fait, on peut plus retourner rediscuter avec le mec. En fait, le mec avait jugé que j'appuyais pas suffisamment fort sur la pédale de sa chaussure en crocodile et qu'il me supprimait mon permis. Tout simplement. C'était ça son diagnostic. Son diagnostic, quoi. C'est incroyable. Catherine avec nous, bonsoir. Bonsoir. Je voulais donner une autre piste. C'est vrai que on peut, par la pensée positive, obtenir beaucoup de choses, aussi, par un tas de moyens. Mais est-ce qu'il a pensé un jour, ce monsieur, que sa sœur peut-être l'aidait et la protégeait? Eh bien, il y a un blanc. Il y a un blanc, oui, parce que c'est la première fois que je me pose la question et j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Vous n'y avez jamais pensé? Non, jamais. Comme vous dites, il y a un blanc. Il y a un blanc, je ne sais pas. D'abord, j'ai commencé à écrire et peut-être le fait d'écrire cette histoire va peut-être me remettre dans cette bulle de temps et pouvoir trouver une réponse. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même il y a très très longtemps. Je commençais à être un vieux monsieur et je ne sais pas. Je sais non, je vous ai vu aussi à la télé. Vous n'êtes pas un vieux monsieur. Allons. Par rapport au petit garçon que j'étais, si. Ah, bien sûr. Et en fait, j'ai reconstruit tout après une destruction. Donc en fait, quelle est la part de la réalité de la reconstruction? Vous voyez, c'est un peu délicat. Je ne sais pas si vous avez entendu cette deuxième grand-mère que je rencontre et qui me raconte ce qui s'est passé lorsque j'étais jeune et puis ce sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qui s'est passé, pas passé? En fait, il y a beaucoup de reconstruits. J'ai un ressenti très important, qui est une angoisse, une culpabilité, tout un truc très trouble, mais de là à avoir une réponse claire, je suis pas si sûr de l'avoir aujourd'hui. Hein. Non, je ne l'ai pas. Parce que je crois que ceux qui sont, disons, absents, qui sont ailleurs, peuvent continuer à s'intéresser à nous qui sommes encore sur Terre. Oui. Peut-être, alors dans ce cas-là, bienvenue à toi. Peut-être, oui. Sans doute, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, le mal a dit, écoute, observe. En tout cas, compliment, vous avez eu beaucoup de courage et ça ne retire rien à votre courage. Hein. Alors, quelquefois, quand on me dit j'ai eu beaucoup de courage, je le tempère par autre chose. J'ai aussi beaucoup de trouille de rester en fauteuil roulant, vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, bien sûr. C'est-à-dire que peut-être j'ai eu tellement la trouille que je me suis bougé les fesses pour me donner les meilleures chances possibles pour être aujourd'hui debout, quoi. Il y a un mélange entre le courage, la trouille, c'est un peu confus, quoi. Il y a un peu les deux. Je sais. Des fois, la peur peut avoir, ou peut être un bon stimulant. Hein. Sans doute. Parce que je vous rassure tout de suite, je suis loin d'être un surhomme. Hein. Je suis un mec comme tout le monde. Hein. Complètement. Je vous dis
bonsoir et bon courage à vous et à Laurent. Merci beaucoup, Merci, Catherine. Catherine. Au revoir. Au revoir. Fred, un rugbyman costaud, m'a tapé fraternellement dans le dos. Je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit, comme avec un copain d'enfance. Tu vois, le rugby, malgré son apparente bestialité, une grande finesse d'esprit. Avec ses règles du jeu complexes, propres à décourager les gros cons, il cultive des valeurs morales, le respect de l'adversaire et de l'arbitre. Finis ton verre, Fred, on est d'accord. Il tisse un lien social dans le combat collectif. Ce sport sublime les différences de chacun. Du grand costaud au plus rapide, du petit malin au grand sec, chacun lutte pour les autres. Et à la troisième mi-temps, de l'étudiant au gendarme, du boulanger au notaire, du docteur au plombier ou de l'ingénieur au cheminot, on est tous amis en fin de match. Tu vois ça ailleurs, toi ? Ce que je voyais, c'est que depuis un bon moment, des décharges électriques fusaient à travers mon corps. Mes circuits se reconnectaient. J'étais parcouru de frissons. Un miracle. Cela faisait plus d'une heure que j'avais des sensations bizarres. Des bouleversements se manifestaient à mon insu. Une potion magique avait dû décupler mes forces. Une envie irrésistible d'éprouver ce qui m'arrivait me submergeait. Me lever, bouger, courir, sauter. C'était incroyable, inespéré, extraordinaire. Je contrôlais tous mes gestes. Mes mains devenaient lestes. Tout fonctionnait à nouveau comme avant, ou presque. Mes cuisses étaient solides et vigoureuses. Mon équilibre était parfait. Une énergie bouillonnait sous mon plexus. Je voulais partager cette ivresse du mouvement avec mes nouveaux amis. « Regardez, je marche, je peux courir !» Ils n'avaient pas tout compris ce que cela représentait pour moi. Sur le terrain de sport du lycée se déroulait un match d'exhibition, du rugby. À la mi-temps, il leur manquait un demi d'ouverture, parti sur blessure. Ma place préférée. Fred me la propose comme un défi. Encore. En quelques minutes, j'avais chaussé des crampons, enfilé un maillot, un short à ma taille. L'odeur de camphre et d'embrocation des vestiaires m'envahit de bonheur. Le crépitement des crampons sur le ciment des vestiaires sonnait comme un solo de batterie dans le caveau des oubliettes. Un chant sauvage. J'étais aux anges. Quand je me mis à courir sur la pelouse du terrain, une émotion énorme m'envahit. Heureusement, il avait bruiné à la reprise. Un crachin serré roulait sur mes joues en emportant mes larmes de joie. Le ballon ovale collait à mes mains retrouvées. J'en jouais comme un artiste. Feinte de passe, cadrage débordement, croisé raffut. Tout y passait. J'avais répété tant de combinaisons dans ma tête que j'exécutais mon récital à la perfection. Je jouais juste. Même les coups de pied me semblaient limpides. Je distribuais le jeu avec précision. Fred ne regrettait pas de m'avoir recruté. Au cœur d'une mêlée ouverte, il eut le temps de me glisser. « Putain, pour un vieux, tu envoies grave, l'enfoiré !» Je sentais peser sur ma peau le maillot alourdi par la boue du terrain. Les mêlées commençaient à fumer sous le crachin. Je palpitais à la moindre esquive ou empoignade. Une baston rapide, vite oubliée par une relance à la main. Une accélération, la passe décisive, la course palpitante sous les poteaux l'essai, la joie. Une mi-temps interminable. Heureusement, c'était la dernière. Après le coup de sifflet final, le retour au vestiaire. Assis sur un banc de bois, le corps encore fumant, j'étais fourbu, crotté de terre, engazonné, les bronchioles enivrées, le cœur étourdi, repu de cette bonne fatigue qu'on ressent après la course et le combat des braves. Heureux d'avoir gagné, fraternisé. Euphorique dans mon corps, en suspension dans l'air à chaque foulée de mes jambes, ravi par mes mains, par mes caresses félines sur le cuir du ballon. Ce passage, il est magnifique. Je me souvenais plus presque. Ce qui m'épate, là aussi, encore une fois, c'est le côté soudain. C'est-à-dire, tu sens que voilà, ton corps, il se passe des choses, tu sens les palpitations, comme un courant électrique qui monte, tu sais pas exactement, et puis, hop, les jambes, l'équilibre, les mains, tu contrôles tout, tu gères tout. Et la joie de te retrouver alors qu'ils ne le savent pas réellement, ou qu'ils ne comprennent pas, oui, tu marches, ok, mais... Et d'être emporté par la joie sur le terrain avec cette bruine. Hein. Mais là, tu as vu, là c'est un rêve hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que je fais un rêve éveillé, construit. C'est-à-dire que je suis dans mes rêves, je bois un coup de trop, et malgré tout, je cultive. Quoi, parce qu'après, Fred me tape une bourrade sur le dos en disant « Alors, oh, t'as dû une absence ?»
Non, je suis dans ma pensée positive, quoi. Je rejoue des matchs sans fin. Je construis ça. Je construisais ça aussi. Oui, j'ai oublié d'en parler. Évidemment, il y a mes enfants que je serre dans mes bras, mais il y a aussi un jour jouer au rugby avec mes enfants, quoi. Le plus beau rêve de ma vie. Que j'aurai peut-être un jour. Peut-être. Au moins donner un coup de pied dans le cuireval, quoi. La passion de ma vie. Alors, quand justement tu te rends compte qu'il y a cette étape de franchie où finalement tu te remets à vivre, en tout cas par rapport à la limite que tu t'es fixée, et la limite, il n'y en avait pas, c'était mes deux mains, mes bras, mes jambes, et je marche et je suis autonome, responsable. Quand tu as l'occasion avec le travail que tu as fourni, de voir que voilà, ça a marché, comment tu envisages la vie? C'est-à-dire que, ok, j'ai réussi et je me bats encore maintenant, mais l'essentiel a été rattrapé d'une certaine manière. Alors là, maintenant, aujourd'hui, je pourrais pas dire le jour où je suis heureux. En fait, je crois que quelque part, le jour où j'étais heureux, c'est quand Raphaël Sorin m'a dit « je vous édite ». Vraiment, toi là je le dis spontanément, j'y ai pas réfléchi. Le jour où je suis heureux, voilà, le rêve de ma vie, c'est d'être édité par un des plus grands, Raphaël Sorin. Alors après, après quand le petit bouquin rouge est arrivé dans les librairies, oh là 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 là, c'est moi, c'est mon nom qui est là. Tu vois le gosse, ah, mais c'est mon bouquin. Après je renifle et puis après. Il y a toujours un après qui vient grandir le avant. Les gens viennent lors de ma séance de dédicace, la première, d'une manière incroyable, mais là il y avait un petit côté, on va dire, voyeuriste, parce qu'on me connaissait, je m'occupais de beaucoup d'associations, on savait que Pinot c'était un légume, donc comme je le dis d'une manière péjorative, on pensait, comme il est handicapé, peut-être même son cerveau, il est foutu. Ah, il a écrit, mais c'est vraiment lui qui a écrit. Oh, c'est pas vrai. Donc on venait voir La Bête Curieuse, quoi. C'est son bouquin, c'est lui. Donc je crois que j'ai battu le record de toutes les dédicaces dans cette librairie à Orléans. Et plein de monde, mais bon, j'étais heureux, quoi. J'avais mon petit cadeau, et puis, je me rendais compte que les gens venaient acheter mon histoire, quoi. Ils venaient voir j'allais dire, mais sous mes jupes que je ne porte pas, mais il y avait un peu de ça, un peu de voyeurisme. Et mon ego, il en prenait un petit coup parce que moi, j'avais fait un petit bijou littéraire. C'est pas prétentieux hein, que je dis. J'avais ciselé mes phrases, j'avais fait mon travail d'artisan, quoi. Chaque phrase, la virgule, c'est là qu'on la met, le point virgule, c'est là. Voilà, j'avais fait. Et puis je voyais tous ces gens, mais j'étais heureux quand même. Ils venaient acheter mes fesses littéraires. Et moi, c'est pas ça que je voulais. C'était pas mon histoire. Mon histoire, évidemment, a son importance, mais je voulais autre chose. Je voulais autre chose. Et puis, tu vois ce qui se passe là, un jour, alors là, un deuxième bonheur, le plus beau de ma vie, ça y est, encore un autre. Je suis le plus heureux des hommes, j'ai le prix Parole de patient, un prix littéraire. Alors là, je suis heureux. Et puis là, toi, ce soir, je suis devant toi, je suis encore heureux. Je suis heureux tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est inhumain. C'est inhumain. À la limite, il va y avoir une certaine forme de jalousie. Il va y avoir des pauvres gens heureux qui vont être jaloux de moi. Oui, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis debout sur mes jambes. J'ai fait ce bouquin. J'aime écrire. J'attaque un deuxième bouquin. Grâce à ça, je rencontre des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Des gens. Je sais pas pourquoi j'attire des gens. Admirables. C'est ainsi, vraiment, toi. Aujourd'hui, j'étais en dédicace là, dans ma grande surface. J'ai rencontré que des gens adorables. Et je suis pas l'illuminé en disant tout est beau, tout est gentil. Non, non, je sais pas pourquoi. Il y a un magnétisme qui se fait, je sais pas, peut-être parce que je souris un peu plus que d'habitude. Je sais pas, c'est comme ça. Ce bouquin attire la sympathie. Alors que je peux pas être malheureux. Hein. Peut-être qu'on attire aussi à soi ce que l'on est. Et peut-être que ce livre et la manière dont il peut rayonner et ta soif de vivre et ta joie, peut-être, oui. Entraîne dans ton sillon, voilà, par des voix peut-être un peu mystérieuses, des échos qui se font et éloigne les négatifs. Je suis sûr que ça éloigne les négatifs. Je l'ai constaté. En fait, je le vois, tu sais, en fait,
Je donne mes flyers, tu vois, j'ai mes flyers où j'ai ma 4e de couverture. Tiens, oui, qu'est-ce que ça fout là? Et puis, bah, j'ai mis tous ceux qui pensent du bien de moi, entre Brigitte Kernel, enfin, la liste. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je peux pas dire, tenez mon livre. J'ai envie de parler, j'ai envie de partager mon expérience. Et ça, c'est une astuce que j'ai trouvée. Je leur donne, tenez, je vous le donne. Alors déjà, je vous le donne, je donne que ça. Donc les gens le prennent et c'est l'occasion d'échanger en disant mais je vous vends pas mon livre, je vous achète un petit peu d'humanité, un petit peu de rencontre. Là, ça va durer 1 minute ou 5 minutes ou un peu plus longtemps, c'est pas grave. Et puis à la fin, ben, soit vous achetez mon livre, soit vous ne l'achetez pas, c'est pas très grave parce qu'on aura échangé à un moment, parce que je vous ai déjà fait un petit cadeau. C'est un petit flyer de rien du tout, mais il y aura, c'est pas le flyer que je donne, c'est juste un échange, un partage, voilà, qui va ou qui va pas plus loin, mais c'est pas important. Et donc grâce à ça, je crois que j'attire les gens qui acceptent le don. Pas comment dire, c'est important d'accepter un cadeau, hein, et les gens négatifs, c'est énorme. Quand il y en a qui, non, 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 merci. C'est un peu, j'y mets, non, non, mais je vous le donne. Ça coûte rien. Non, 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 non. Et il y a une classification nette entre les gens qui ont peur, ils craignent quoi, je sais pas. Ils ont peut-être peur du bonheur. Peut-être, oui. Tu sais que le bonheur dérange des fois. Oui. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'habitude de l'avoir dans leur vie, d'oser, ouais. D'accepter le bonheur, ça changerait beaucoup de choses. Ah oui. Et changer les habitudes. Je crois que peut-être faut toucher le malheur très profondément pour savoir que le bonheur, c'est vraiment peu de choses, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, une purée avec un petit peu de beurre. C'est un regard d'un clodo, voilà, regarde, il te fait un petit clin d'œil, et bah, c'est sympa, quoi. Tu lui rends, ou une petite pièce. Et alors, c'est aussi simple que ça, quoi. Et pourtant, ce bonheur, t'as failli, dans une certaine mesure, en dehors d'avoir réintégré ton corps, dans une bonne partie, il n'aurait pas été peut-être complet sans ce remariage avec ta femme. Parce qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que quand tu étais à l'Arche, tu avais une kiné, et au vu de tes efforts largement récompensés, tu quittes l'Arche et tu emmènes cette kiné qui tu propose de partir en vacances avec toi, ta femme, en Espagne. Oui, oui. En fait, c'est une stagiaire. Elle est en fin elle est avant son diplôme. Elle fait un stage et on sympathise évidemment. Et puis, bah moi, j'avais mes vacances thérapeutiques. J'étais en déambulateur encore et j'avais la trouille de me retrouver seul, sans aide. Je ne voulais pas faire subir à ma femme les mobilisations. Ma femme, elle était pas là pour être un aide-malade. Je voulais pas et j'étais, comment je vais faire? Et je lui dis, je sais qu'elle avait besoin d'un peu de sous, qu'elle n'avait pas de vacances de prévues, qu'elle n'avait pas de pognon. J'ai dit, écoute, moi je t'invite. Je savais pas si j'osais parce que ça se fait pas normalement, hein. Attention, on ne mélange pas, mais pour moi c'était déjà une amie. Je dis, je te propose de venir dans ma famille, tu seras accueilli. J'en parle à ma femme et à mes enfants, je pense qu'ils vont t'accueillir. Bien sûr, t'as tout frais payé, tu seras nourri, logé, je te donne un petit truc. Voilà, est-ce que tu veux bien? Elle était... tu vas vraiment... Mais tu me connais pas, je m'en fous. J'ai pas besoin... C'est le privilège de l'âge, on n'a pas besoin d'avoir 1 an pour savoir si la personne est bien ou pas. Moi, je sais tout de suite, en gros, si c'est une belle personne, quoi. Donc elle était... folle, certainement, voilà. Et donc je lui dis, alors elle dit banco. Et on va en vacances, sauf que c'est presque un couple à 3. Il y a ma femme, nous sommes contents de nous revoir, mais il y a aussi ma kiné, et ma kiné a fait un petit Oedipe. Hein, je suis sa créature, elle m'a vu dans un état incroyable et je me remets debout. Forcément, c'est une jeune stagiaire, quelque part, elle pense qu'aussi c'est grâce à elle, et bien sûr. Et donc il y a un amour, un vrai amour non consommé, mais un amour, hein, de personne humaine entre elle et moi. Et ça pose un problème de jalousie à ma femme. Elle retrouve son homme et son homme il est avec sa kiné parce que moi je suis égoïste. Moi j'ai besoin de la rééducation tous les matins. Donc ça faisait partie aussi du deal, du contrat. Je lui dis écoute, je t'emmène en vacances, mais par contre attention, on n'est pas amis, hein. Je veux absolument
1 heure de kiné le matin, 1 heure le midi, quel que soit. Je m'imposais, je voulais absolument... arrête le chat, il est en train de bouffer mes documents. et voilà, et je lui fais découvrir, je sais pas ce que j'aime, quoi, la poésie, Léo Ferré, le jazz, et puis je suis son père de remplacement, et il y a une ambiguïté qui n'en est pas une vraiment, parce que en kiné, on se touche les mains. Elle m'aide, je lui mets la main au cou. Il y a une affection très forte et évidemment il y a problème de jalousie. Et un jour, je fais dire dans mon livre que ma femme en a marre, quoi. Mais elle te prévient déjà, hein. Elle te fait part de ce qu'elle remarque. Elodie, c'est ambigu ton histoire là, avec ta kiné. Vous êtes vraiment très proches. Évidemment qu'on est proches, c'est comme ma deuxième fille, mais c'est une femme et je suis un homme, c'est une belle femme et moi je suis un vieux pépère. Enfin, un vieux pépère. Tout est relatif, encore une fois. Tout est relatif, oui. Mais oui, je lui fais découvrir, je suis son grand-père, c'est un peu comme mon grand-père qui me fait découvrir plein de choses de la vie, quoi, hein, le privilège de l'âge. Et voilà, je vais pas dire ce qui s'est passé parce que je ne veux pas le dire. Je sais pas, des fois expliquer trop un livre, c'est un peu gênant pour la compréhension. Mais c'est vrai que je sens que ma femme, je la heurte et je réalise d'un seul coup quand je vois sa valise qui est faite en disant oula là, mais attends, t'es trop égoïste là. T'as profité de cette relation particulière. Oui, et j'ai pas réalisé que je faisais mal à ma femme et donc je lui demande la main pour la deuxième fois devant et ma kiné et mes amis réunis devant tout le monde en disant oui, c'est ma femme que j'aime, bien évidemment, je suis dans l'euphorie de ma renaissance, quoi. Je suis tellement étourdi, je suis grisé, je suis bourré à la vie, tu vois, ça y est, je remarche de plus en plus, ça y est, ça refonctionne, et même à la rigueur, et même je plais, tu vois, et même je séduis une jeune femme. J'éprouve tout ce que j'avais perdu. Pépère, là, excusez-moi, je suis bataille avec un chat. Lui joue avec ma vie. Et voilà. Et pourquoi je l'écris je force un petit peu le trait, bien évidemment, pour dire que entre soignant et soigné, il se tisse des liens humains. Et c'est bien aussi, mais il faut pas jouer avec le feu de trop non plus, quand même. Hein. Voilà. Donc voilà, finalement, la dernière épreuve, peut-être, s'il en est, en tout cas à travers le livre, hein, tel qu'on peut le voir, c'est celle-là. C'est l'occasion de mettre la cerise sur le gâteau de ces retrouvailles avec ta femme, et puis à nouveau de repartir sur l'occasion allez, la page est tournée, entre guillemets, et puis on va se retrouver... Voilà. Réellement, je vais la séduire à nouveau. Maintenant, je veux la séduire à nouveau. Même si je suis plus marathonien, j'ai une autre force, je pense. En moi, j'ai d'autres qualités. J'ai aussi d'autres défauts, mais Et oui. Et même si je suis boiteux, même si je suis abîmé par la vie, même si je peux plus courir, même si. Alors, la liste est longue. Eh ben oui, mais un handicapé aussi, ça peut être une belle personne, quoi. J'essaie de le démontrer. Claude Pinault, Le syndrome du bocal, aux éditions Buchet-Chastel. Claude, puisque on a fait quelque part un peu le tour de ce livre, alors ivre de vie, d'accord, et en même temps, j'aimerais que tu nous dises, entre l'homme que tu étais avant cette expérience de vie, de cet homme qui courait à droite à gauche, qui était à fond la caisse, et qui pourtant se faisait plaisir, hein, entre la peinture, entre ta maison, ta femme, tes enfants, les associations, bref, apparemment un homme qui réalise déjà ses rêves, ou qui réalise ce qu'il veut de sa vie. Donc, déjà un privilégié. Déjà. Et puis, syndrome de Guillain-Barré, descente aux enfers, on remonte, et puis là, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Ce livre, et quelque part, vraiment la toute fin de ton livre, on voit le préambule, à savoir cette lettre que tu fais sur Internet, hein, de façon à envoyer un peu à tous ceux et celles qui seront à cette journée particulière. Des retrouvailles. Voilà, que les personnes qui t'ont connu avec une certaine vision de toi étant jeune, voilà, ma vie a été ça à un moment donné.
et je vous le livre comme ça sur un plateau, comme ça au moins, je respire, j'ai pas envie de trop... Et c'est un peu peut-être le préambule de ce livre, quelque part. C'est peut-être ce qui t'a donné l'élan, non? Avant de l'écrire. Je vois que tu as bien lu le livre. Hein. Quelque part, oui, la première écriture que j'ai faite, en fait... Le premier jet. C'est mes amis de terminale, genre vieux copains d'avant, qui me retrouvent et qui me disent ça y est, on se retrouve tous amis, et moi je suis encore pratiquement dans le fauteuil roulant et j'ai un peu la trouille de revoir, d'affronter mon passé avec ce que je suis, avec mon présent là. Et qu'est-ce que je leur dis? Il faut que je dise quelque chose. Donc je fais un long email qui dure, qui 7 pages. Et alors là, c'est un email rentre dedans, coup de poing dans la gueule. Je dis tout, mais décalé comme j'écrivais quand j'avais 18 ans. Et c'est du trash et c'est du hard et c'est de la poésie un peu. Il y a un mélange de tout pour leur dire, je souffre quoi, je souffre. Je sais pas si je vais aller aux retrouvailles parce que vraiment je suis plus que parce que j'ai peur quoi. J'ai vraiment très peur. Et là, ça m'a quand mes copains ont eu cet email-là, je crois que ça a bouleversé beaucoup de personnes. Ça a été une chose forte. D'ailleurs, une petite anecdote. Enfin bon, je vais la dire après. Donc, et j'ai des emails énormes en retour en me disant tout le monde est bouleversé, tout le monde est touché par ça. Je crois que c'est un email assez fort, hein, parce que je décris, je vais dans la compression de ce qui m'est arrivé. C'était un ramassis avec force, violence et poésie aussi, je pense, hein, descriptive. Et à ce propos, je correspondais sur mon site internet avec une jeune femme qui avait sa sœur atteinte d'un Guillain-Barré, qui était un Guillain-Barré comme moi, très dur. Et elle était désespérée parce que elle ne pouvait plus correspondre. Sa sœur n'avait plus envie de vivre et puis c'était plus dur que moi encore. Donc elle m'a dit écoutez Claude, qu'est-ce que vous pourriez dire pour la sauver, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Alors, je me souvenais de cet email, c'était un mois avant. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai envoyé un email à mes copains. Alors, prenez garde parce que c'est quand même 2 copains de terminale, de fêtards. C'est un peu trash. Hein, je parle de zigounette, je suis en autodérision avec moi. Enfin, t'as vu l'email, il est fort. Et je lui dis, je vous envoie ça parce que quelque part, il y a l'espoir. Il y a bats-toi toujours. J'ai envie de dire à votre petite sœur, bats-toi. Voilà, je lui envoie et puis il se passe 2 mois, plus rien. Oh, j'ai dit, mince, j'ai dû la choquer, cette petite fille qui avait 22, 23 ans, je me souviens plus, mais voilà. Ça m'a fait mal parce que mince, j'aurais pas dû lui envoyer cet email. Et puis, 2 mois après, je crois, j'ai enfin un email de sa sœur qui me dit en ces termes à peu près, ah Claude, faut que je vous remercie, c'était extraordinaire. On a fait sortir votre email, ça représente 7 pages. Ma petite sœur exigeait à tous ceux qui venaient la voir, qui que ce soit, de lire votre email, évidemment, parce qu'elle n'a pas les mains. Et donc, elle pleurait de rire, de voir la difficulté que certaines personnes plus ou moins coincées avaient à de lire. Il y avait des gros mots, et puis je racontais en fait qu'est-ce que c'est qu'un Guillain-Barré, qu'est-ce que c'est que l'enfermement dans son corps. Et elle riait, elle pleurait de rire et elle me disait finalement merci, je suis émue. Parce qu'en fait, elle l'a fait pendant une dizaine de fois et elle est décédée depuis. C'était ses derniers moments d'émotion et ça m'a touché. Ça, j'ai dit mince, si mes mots ont un pouvoir de faire rire, de toucher, je vais au-delà. Et puis le livre s'est enchaîné comme ça rapidement et voilà quoi. La manière dont tu envisages la vie au-delà finalement de réaliser ce rêve de gosse qui était d'écrire. Ouais. Encore une fois, tu as réalisé tout ce que tu voulais dans ta vie en tant qu'entrepreneur, le sport, la famille, la maison, la peinture. Voilà. Donc, grosso modo, dans quelle mesure, comment est-ce que je peux dire ça? Tu nous parlais de l'homme que tu étais qui courait, d'accord?
qu'est-ce qui a changé peut-être aujourd'hui finalement? De quoi vis-tu? Est-ce que le livre te permet entre guillemets de vivre? Est-ce que tu prends le temps de t'octroyer une pause à travers de profiter déjà de la sortie du livre et de tout ce qu'il peut y avoir, de ces rencontres, etc. Comment t'envisages, si on peut dire ça comme ça, le futur? Est-ce que le deuxième livre dont tu parlais au début d'antenne, est-ce que quelque part voilà une vocation, mais quand je dis vocation, le rêve devient réalité et puis finalement on y prend goût et ça sera que ça, des conférences, informer, comment tu envisages les choses? Voilà, exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que ma vie a changé complètement, vraiment. Alors, j'étais pas blanc, je suis pas devenu noir, je ne suis pas noir, je ne suis pas devenu blanc. J'ai juste renforcé mes qualités et mes défauts. Je veux dire que quelque part, je comprends la volatilité du bonheur. Les ailes de la mort m'ont caressé si près que finalement, je connais la puissance de la vie et je ne rate rien. Je jouis de mon livre. J'aime faire des rencontres. Mardi, je suis en conférence débat dans une école d'infirmières d'Étampes. Mercredi, c'est une école d'ergothérapie. Je vais partout, je rencontre des gens admirables. Et toi, ça fait 2 jours que je suis en dédicace. Ce soir, je passe toute la nuit avec toi, même pas fatigué. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une forme d'adrénaline d'un seul coup. Normalement, quand tu es un Guillain-Barré, tu es excessivement fatigable. Je suis dopé à la... Je prends pas de PO, mais si, je prends le PO des gens que je rencontre. Vraiment, hein, c'est pas normal. Les médecins me disent, mais un jour vous allez tomber. Je suis intimement persuadé que non. Je me dope à la vie. Je suis un obsédé de la vie. Vraiment, je sais pas comment expliquer. Je force pas, je suis bouillonnant, j'ai envie de vivre, de croquer la vie. Si un fils, je l'ai aussi contaminé au jazz. Il y en a s'il y a un concert au New Morning, papa, il y a ça au New Morning. Ok, bouge pas, j'y vais. S'il faut aller à droite, à gauche, je suis comme une femme légère, je dis oui à tout. Voilà. Et on accueille Willy. Willy, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Willy. Je voudrais vous parler de la sensation de bonheur, là, comme ça. Cette sensation, je la connais. Il faut l'entretenir. Oui. Si tu ne l'entretiens pas, ça s'arrête. Absolument. Mais quand c'est entretenu tous les jours, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et comment dire, moi, c'est parti d'un coup de foudre. Eh oui. Et ça décuple les forces. C'est plus on en fait, quoi. Ouais. C'est ça, hein. Le bonheur, c'est comme un vélo. Il faut toujours continuer de pédaler parce que sinon ça tombe. Et voilà. Hein? C'est tout. Merci beaucoup, Willy. Ça le fait. Au revoir. Au revoir. Au revoir Willy. Alors, est-ce que tu as un écho de... je sais même pas, est-ce que le livre est sorti dans les pays francophones, la Oui. Suisse, Oui. Belgique, Luxembourg, Suisse, Belgique, Canada. J'ai beaucoup de lecteurs au Canada. Oui. Au Canada, en Belgique aussi, j'ai des... Il y a des fans du bocal partout. J'ai vu sur mon site internet, j'ai un site internet, claudepinot.fr. Ouais, bien sûr. Ouais. LT, Pinot, AULT à la fin. Ah oui. Et donc, tu sais, j'ai Google Analytics et je vois qui clique. Enfin, je vois la région. Alors, depuis que mon site est en ligne, c'est-à-dire depuis le mois de février, après tout, toute la planète est recouverte. C'est étonnant, ça. Alors des fois il y a des rebonds, hein, c'est-à-dire les gens qui cliquent par erreur. J'ai une vidéo. Alors l'histoire du vidéo, je sais pas si tu l'as vu, la vidéo qui a été faite par mes enfants. En fait, il y a je ne cache rien. Non, le copain de ma fille, c'est Alexandre Moix, qui est réalisateur et écrivain, qui fait des livres, des très beaux livres. Tiens, je vais lui faire de la pub. Très beaux livres jeunesse, ça s'appelle Les Cryptides. Même moi, moi qui pourtant je suis plus très jeune, j'ai été captivé. C'est un mélange du Da Vinci Code ou du Club des 5. Bon, et son frère, c'est Yann Moix, le réalisateur brillantissime de Podium et compagnie, et très bon écrivain. Et donc,
Ça y est, je suis encore perdu. Oui, oui, oui. Alors, il a fait la vidéo. Il fait sa vidéo en fonction des documents, différents documents qui ont été pris lorsque j'étais à l'hôpital et quand j'ai commencé à me remettre sur pied. Et cette vidéo-là, il me l'offre après que je sois sorti de rééducation, voilà, le jour de mon anniversaire. Et c'est touchant parce qu'on y voit, on voit ma progression, quoi, qui est spectaculaire, hein, en 10 minutes. Et puis, il fait un beau produit quand même. Voilà. Et puis il y a des gens de notre famille un peu plus loin quand on t'en parlait, donc on le met sur Dailymotion pour qu'ils le voient. Voilà, donc il le voit, on met sur Dailymotion. Donc effectivement, il y a 10 vues 2 jours après. Et puis la semaine suivante, il y a, on va dire, 100 vues. Il y a 100 personnes qui ont déjà été voir. Mais qui a été voir? Et puis d'un seul coup, je commence à avoir des commentaires sur cette vidéo en disant c'est extraordinaire, on voit de l'espoir, on voit que vous êtes battu, que vous êtes revenu, ça nous donne du courage. Moi-même j'ai eu un Guillain-Barré parce qu'en fait ça a été saisi par quelqu'un qui a eu un Guillain-Barré comme moi avec les mots-clés SGB. Et puis on se posait la question, j'ai envie de la retirer la vidéo parce que c'est ma vie privée, c'est pas la peine de la laisser comme ça. Et puis finalement, quand j'ai vu tous les commentaires, quand j'ai vu que ça donnait de la pêche aux gens, quand j'ai vu que... parce que on ne sait pas ce que vivent les autres. En fait, j'ai dit, tant pis, je m'en fous, moi. Il y a 150 infirmières qui m'ont vu, c'est pas le problème. La pudeur, si ça peut donner du courage à des gens, formidable. Et puis, la vidéo, elle a été prise par un site japonais. Donc, tu vois, ma vidéo, tout est en japonais. Et puis, de 100, c'est passé à 1000, de 1000 à 5000. Là, je sais plus, on doit être à 10 000, ou non, 15 000, je crois, 15 000 vues de gens qui ont cliqué sur Internet. Et puis, d'un continent à l'autre, les gens le voient, voilà. C'est une grande... si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main, voilà. C'est étonnant, hein, la magie d'Internet, hein, évidemment. Et je sais pas quoi dire, voilà, c'est marrant quoi de voir que ma vidéo est en japonais, je comprends rien. Je sais pas ce qu'ils disent, peut-être ils disent ce mec-là il est barjot, c'est possible. Il est barré, ouais. Il est barré, il est mal barré, oui. Qu'est-ce qu'il y en est justement? Est-ce qu'on t'a invité alors télévision, radio ou conférence d'ailleurs au Canada ou dans ces pays francophones? J'ai accepté une interview sur Radio-Canada il y a 2 mois. Donc j'étais en duplex avec le Canada, avec nos cousins canadiens qui disaient que j'avais pas du courage. Et c'était, c'est sympa, j'aime bien. Et s'ils veulent m'inviter, s'il y a des Canadiens qui nous écoutent, je veux bien aller au Canada sans problème. Claude, écoute... Et je vais aller en Belgique aussi bientôt. Ah. Il y a une école d'ergothérapie qui demande de faire une conférence débat. Enfin, quand je dis conférence débat, on appelle ça conférence débat, mais en fait, je parle de mon expérience. Je parle et je réponds aux questions. Je fais des questions-réponses. Oui, on est en fin de matinée là, oh là là. Et puis je passe cette vidéo là qui est quand même assez touchante. Et voilà. Puis j'ai un échange et puis je fais mes dédicaces à la fin de la conférence débat. J'aime vraiment ça. Hein. J'aime faire partager mon expérience et surtout je réalise que ça donne des pistes du courage. Donc alors pourquoi je fais ça? Je ne suis pas Mère Teresa. Hein. Tu disais tu vis de ça. D'abord j'ai eu la chance quand même d'avoir de pas être pauvre, je ne travaille plus parce que d'abord parce que maintenant je suis devenu auteur. Mes enfants sont autonomes, donc avec ma femme, moi, comme je te disais tout à l'heure, de la purée avec du beurre, j'adore. J'ai pas besoin de foie gras tous les jours, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, ça aussi, ça m'a appris ça, quoi. Avant, je courais après je ne sais quoi, mais je sais que je ne serai jamais riche, je sais que je ne serai jamais pauvre, je suis bien, tout, ça me suffit, ça me suffit. Et donc le livre, c'est un plus. Donc je profite pour enfin finir de répondre à ta question. Je profite de la vie. Je sais que à tout moment je peux avoir un AVC, comme tout le monde. Mon voisin, la maison en face, moi et sa femme regardaient ma femme et la maison vide pendant 1 an et demi, si tu veux, et quand
pour la première fois, il me revoyait où on a été invité chez lui en disant quelle tristesse, tu nous as fait de la peine de voir Elisa qui était tout le temps seule. On la voyait rentrer, on voyait les lumières s'allumer, s'éteindre. C'était quelle tristesse. Et là, il y a peu de temps, il m'a dit allez, c'est des amis pratiquement, hein, nos voisins. Un mec en pleine force de l'âge, marathonien, sportif, tennisman, bricoleur, tout. Je lui achète sa santé sans problème. Et il m'invite pour son anniversaire. Et 2 jours après, sa femme me téléphone. Philippe vient de faire un AVC. Voilà. C'est ça que je veux dire. Quelque part, il est urgent de vivre parce que ça tombe comme ça. Ouais. Ça tombe comme ça. Donc, c'est ça qui a changé. Ma vie a changé. Dans tous les centres de rééducation, j'ai réalisé, toi, dans un de mes chapitres où on se présente, on dit au début, quand il y a un nouveau, on dit pas alors, Laurent, on dit Guillain Barré, AVC, voilà, sclérose en plaques. C'est comme ça. Hein. On entoure, les médecins autour de secret médical, surtout, faut pas dire ça. Mais quand on est entre nous, la première chose qu'on se dit, c'est quoi, toi? Un Guillain Barré. On s'en fout du secret médical. On voudrait savoir, alors comment on peut se donner un coup de main ou quel est ton malheur. On teste l'échelle du malheur de l'autre et comment on est placé, on se jauge. Ouais, quoi, hein, comme voilà. au milieu carcéral. Ouais. Voilà, ouais, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et toi, t'as fait quoi? Ben oui, c'est humain. Donc, je me suis rendu compte lors d'un chapitre où tu te rappelles où il y a un monsieur qui a l'œil vif et qu'on fait manger évidemment parce qu'il a un AVC côté droit, donc il n'a pas la parole, et quand je lui parle, je lui demande, j'essaie de dire alors bonjour, comment vous appelez, et il a essayé il ne veut pas, quelques reprises et puis après il a lâché l'affaire. Il y a des dégoulinures de nourriture parce qu'il ne peut pas contrôler tout son côté droit. Et il y a aussi les larmes qui coulent parce qu'il ne peut pas répondre. Et c'est sa femme qui est à côté qui me dit mon mari, ben oui, il était agrégé d'histoire. Et moi je lui dis non, il est agrégé d'histoire. Seulement, il se rend compte qu'il ne peut plus parler, quoi. C'est encore un enfermement supérieur au mien. Dire l'enfermement dans son esprit, c'est dramatique, quoi. L'enfermement dans son corps, c'est coton. Mais quand on ne peut même plus s'exprimer, c'est très dur à vivre. Ça fait écho justement à cet homme qui est resté 25 ans dans le coma et qui était conscient. Ah oui, bien sûr. Oh là là. C'est dramatique, ça. Alors là aussi, ça pose la question du diagnostic médical, quoi. Vous voyez ? De toutes les personnes qu'on imagine, il est dans le coma, pourquoi vous venez le voir, ça sert à rien. Comme quoi le soutien de la famille, même pour ceux qui ont des parents, des proches, des amis qui sont dans le coma, toujours être là, toujours leur parler, voilà. Hein, toujours, ouais, parce que on ne sait pas, on ne sait rien. Donc dans le doute doit bénéficier. Ça doit être terrible. Alors là, la prison, c'est voilà. Là pour le syndrome du bocal, du coup, pas être enfermé dans son corps. Là, je suis un petit garçon là. Hein. Ouais. C'est le pauvre homme. Ça doit être vraiment terrible. Alors je comprends ô combien, après être sorti du coma, avoir l'occasion de pouvoir s'exprimer après 25 ans de silence, de dire j'existe, je vis, je suis là et je peux communiquer. Là aussi, c'est un témoignage certainement énorme. Ah ouais, mais je sais pas si tu as vu dans quel état il sort. Hein. C'est pas parce que 25 ans sans bouger, tout est rétracté, c'est horrible quoi. Sa vie est brisée, bien évidemment. Et d'un autre côté, pour lui, c'est une joie immense. Oui, il y a un mélange des deux. De pouvoir sortir de cet enfermement, dire j'existe en tant que tel. Voilà, je ne suis plus uniquement que ce corps, j'ai aussi une entité, une conscience. Ouais, j'existe. Ouais. De le dire, j'existe. C'est énorme. J'imagine. Et encore, j'imagine pas tout, parce que même moi qui étais enfermé dans le bocal de mon corps, dans le bocal de la tête, de son esprit, ça doit être l'enfer. Je l'ai vécu, oui, un petit peu lorsque... Ouais, ta langue mais Laurel et Hardy, là, n'ont pas compris ce que je voulais dire, mais c'est l'enfer, quoi. L'enfer, j'imagine. Donc, j'aime bien la culture du doute, moi. Un diagnostic brutal, si on peut cultiver le doute le plus qu'on peut, c'est bien, quoi. Comme je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure, même s'il y a une chance sur 1000... faut pas l'étouffer, cette chance-là, on sait jamais, quoi. On n'est pas à l'abri d'un bonheur.
Et ta femme, justement, dans tout ça, la manière dont, justement, tout s'est réenclenché, l'ouverture, le livre, tout ce qui se passe, comment elle perçoit ça de l'extérieur, et en même temps, elle est avec toi, mais comment elle vit ça? Eh bien, elle trouve ça vraiment... elle me laisse vivre mon bonheur, quoi. Quelque part, elle est contente. Je pense qu'elle est fière de ce qui m'arrive. Elle est fière du combat que j'ai mené. Elle est récompensée au fait de n'avoir jamais baissé les bras. Ah, ça, je lui dis ça, merci, c'est énorme. merci, Ah ouais, c'est merci, énorme. merci, Mm. merci et merci. Pardon, mais et merci. Ah oui, non, mais ça en soi, c'est une... Il y a vraiment pas de mots, hein. C'est énorme. Si, merci. Nous accueillons Rocky. Rocky, bonsoir. Excuse-moi, bonsoir. Attends, je me rappelle jamais les prénoms de tous les deux, mais bonsoir à tous les deux. Claude, bonsoir Rocky. Ça va. Bah, j'écoutais ton émission, là. Je vois à peu près les problèmes que tu as eus, là. Je te vois, là. Je me demande si tu as des problèmes, parce que tu es en pleine forme, là. Là, tu t'éclates, là. Tu me vois à la télé, là, à la caméra, non? Ah non, je vois pas clair, je suis aveugle. J'ai eu un accident D'accord. moto, moi. Tu vois, j'étais en coma Oui. pendant 2 mois, et puis là, je suis réveillé. Bah, je fais comme toi. J'ai une petite tête, mais je profite de la vie. Ah, Voilà. ça fait plaisir à entendre. Et puis, comme tu dis, j'écoute ton histoire, c'est super. Et comme tu dis, faut vivre, faut bouger, faut faire tout ce qu'on a envie. Sans faire oui. bêtise, bien sûr, je peux comprendre. Hein. La vie, hein, tu t'es d'accord, c'est un compte à rebours. Si demain on rate si aujourd'hui on rate aujourd'hui, c'est fini, on repassera pas aujourd'hui. Ah bah non. C'est fini. Si Ouais, je tu suis rates entièrement aujourd'hui, d'accord c'est avec toi. basé. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, j'ai eu un petit coma de 2 mois, c'est pas trop grave. Après, j'ai eu un petit malaise cardiaque. Maintenant, bah, je continue toujours ma petite fête, je fais attention, je m'éclate comme je peux. Je suis comme toi, j'ai pas beaucoup de moyens, mais il suffit pas d'avoir des moyens, il suffit d'avoir de la volonté, s'éclater avec ce qu'on a, et puis être heureux. Ah bah ça fait plaisir à t'entendre, ça. Voilà, Tu il n'y a vois. pas de problème, tu vois. Alors, là, je l'œil te du vois, tigre. t'étais partout, et puis je sais pas, le copain à ta fille, là, qui a fait qui a Le expliqué film. le truc, et puis... Alexandre. Et toi, t'as mis au Japon, tout Bataclan, t'as accepté de laisser ce truc-là sur l'ordinateur. Oui. Bon, bah, dommage que je peux pas lire ton livre et puis que je vois pas clair. Mais t'as raison, c'est bien, parce que tu vois, tout le monde t'as pris même là-bas. Et Bah puis, oui. il voit tiens, ce monsieur, il a fait ça. On va essayer de faire comme lui, il a raison. Puis, ça leur remet, en parlant poliment, hein, ça leur donne des idées dans leur tête. Bien sûr, bien sûr. Si ça peut aider quelqu'un, bah moi ça me coûte pas cher, hein, si tu veux. Tu vois, au contraire, je donne. Donc. Oui, je t'ai entendu, mais moi je trouve que c'est bien ce que tu fais. Il n'y a pas de problème. J'écoute toujours cette radio, t'inquiète pas, je suis fou de cette radio. Mais au moins, on s'éclate avec cette radio parce que c'est des trucs bien. Et comme on dit, il n'y a pas besoin de grand chose. Voilà. Ah mais absolument, hein. Je sais Voilà. pas si tu étais là tout à l'heure quand je disais mais une purée avec une petite noix de beurre c'est extra, une purée maison, tu vois, avec des pommes de terre là, toutes simples, hein. Et ben ça pour moi, et ben j'exagère le bonheur de cette purée là. Et voilà, et je suis heureux. Eh ben, je suis d'accord avec toi, bah, c'est ça. J'ai l'air un peu bébête mais c'est comme ça. Mais non, qu'est-ce que tu c'est veux. pas bébête, c'est comme dans le temps, une bonne patate avec un petit bout de beurre, Mais et oui. voilà, ça suffit, et on est heureux. Ben attends, ouais, non mais vraiment, en fait souvent c'est ça, on oublie de penser au bonheur des petites choses simples. Et Ah si bah on les oui. met bout à bout, mais putain ça fait un sacré bonheur quoi. Là, je t'entendais parler des fois, moi je parle à des gens des fois comme toi dans la rue. Il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas. Des fois je me déguise comme un guignol et je fais des petites bêtises dans la rue mais pas les choses. Et puis ils me regardent, ils me disent Rocky, attends, t'as 50 ans, qu'est-ce que tu fais? On dirait un gamin. Je fais attends, 50 ans, c'est pas moi qui a rajouté un zéro. Hein. Pour l'instant je m'éclate, j'ai qu'une vie. Hein. Quand je serai parti, ben, on vous fera encore un coucou. C'est comme ça qu'il faut penser. Hein. T'as raison. Voilà. Alors, je vous écoute toujours à la radio, il n'y a pas de problème, puis merci d'avoir appelé, enfin que je vous ai appelé. Et je vous écoute. Au revoir, Rocky, merci. Il y a Au pas de problème. revoir Au Rocky. revoir. À t'écouter, après avoir lu ce livre, et au regard de ce qui se présage hein, de ce second livre, j'ai vraiment le sentiment, alors allez, on va parler d'intuition, mais que tu vas faire un long chemin, et tu vas partir quelque part un petit peu en mission, pas tant, alors pour parler, oui, parce que c'est le premier, et que c'est peut-être le début, le tremplin, tu vois. Oui, oui. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir quelque chose d'énorme et que ton témoignage et ce que tu as vécu et des prises de conscience qui en ont résulté et qui vont déclencher sur ce deuxième livre, tu vois, j'ai vraiment le sentiment que ce parcours que tu commences à faire en signant des dédicaces, ces conférences,
j'ai vraiment le sentiment que ça va devenir comme une sorte de ligne de mire. Et que, alors, voilà, tout en prenant plaisir, le fait d'ouvrir les consciences justement sur les potentialités que l'on a en soi, sur le fait de pouvoir avoir cette méthode Coué et de voir quelque part aussi à quel point la pensée, la foi soulève des montagnes et que rien n'est figé en tant que tel à moins qu'on le décide. Et des prises de conscience parce que finalement cette maladie, quelque part, ok, pensée positive, ok, mais elle t'a aussi demandé, et ce qui est vraiment important, de remettre en considération toute ta conception, toutes tes balises, tes repères se sont effondrés. Et si, quelque part, tu avais visualisé, tout en ne remettant pas en considération toutes ces balises qui faisaient partie de ton passé, peut-être que justement, c'est ce que te demandait la maladie, que si tu n'avais pas fait ça, quand bien même tu aurais pu visualiser tout le temps, ça n'aurait peut-être pas bougé pour autant. Oui, c'est une remise à plat générale de tout. Hein. Je crois que j'ai entendu la maladie, c'est-à-dire non, c'est une phrase de Nietzsche, deviens ce que tu es. Et j'étais passé à côté de moi. Ah, ça c'est bien, ça c'est beau. Ouais. Et vraiment la maladie je crois modestement, ce que je suis, c'est-à-dire je suis bien dans ma nouvelle vie. Curieusement, je suis encore mieux qu'avant. Je t'ai dit tout à l'heure, en fait, quand je faisais des marathons, j'ai tous mes copains marathoniens quelquefois j'entends, oh là là, mais comment on pourrait faire, nous, à ta place, sans courir, comment tu peux faire sans aller au ski, comment tu peux, oh là là, ils m'entendent pas, je leur dis, mais je suis plus heureux qu'avant, quoi. Bien sûr, si j'avais une baguette magique pour aujourd'hui courir comme avant, bien sûr, et encore je me demande, et encore je me pose la question, je sais pas, c'est-à-dire que je veux bien courir comme avant, mais à condition d'avoir le même esprit qu'aujourd'hui, quoi. Et je suis pas sûr, parce que quand on est marathonien, on peut pas avoir le même esprit. Je sais pas comment, toi, pour vraiment profiter de m'apurer. Ouais, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui si quelque part encore dans tes mains, tu n'avais pas cette trace. Quelque part, le fait d'avoir cette trace qui te suit au quotidien, ça te ramène à toi-même tout le temps. Voilà, cette purée. Oui, voilà, toi, si des fois il m'arrive, parce que attention, je suis pas un surhomme, des fois aussi j'ai des petits baisses de régime en disant, et hop, tout de suite, hop, je me raccroche au positif immédiatement, parce que le positif, ça se cultive, hein, il faut jamais laisser ça en friche, hein, c'est une démarche intellectuelle, faut vraiment le vouloir, sinon, je crois que c'est génétique, hein, on a peur de tout, de rien, de tout et de rien, quoi, des petites conneries, hein, d'une perte de pouvoir d'achat, oui, d'accord, mais bien sûr, mais c'est pas l'essentiel, quoi, l'essentiel, c'est l'être, c'est vivre, c'est ce que disait tout à l'heure Rocky. Mais comment t'expliques ça d'ailleurs? Parce que tu nous parlais de ton grand-père, qui lui n'avait rien et qui était heureux. Comment... oui, c'est peut-être... Tiens, toi, pour revenir à la psycho de base, quelque part, je peux redevenir mon grand-père, avec des purées, avec plus rien, matériellement, c'est pas grave. J'ai réalisé que mon grand-père... Oui, tiens, toi, mince, on est en train de faire une psychothérapie, dis donc. Je viens de réaliser que quelque part... Je veux redevenir mon grand-père. Sans rien. Pauvre, il avait les mêmes fringues depuis... Évidemment, c'est un bleu de travail, les bleus, tu sais, des paysans déchirés, rapiécés. Il y avait des rapièces qui étaient faites par ma grand-mère. Et ce bonhomme-là, il était riche. Mais alors, riche de rien. Alors, tu vois, cette génération, en tout cas de ton grand-père, il avait cette conception, en plus, c'était un homme cultivé qui aimait lire. Comment expliquer que, alors je ne sais pas si ton grand-père a été les parents de ton père ou de ta mère. De ma mère. Mais comment expliques-tu, par exemple, le fait que de génération en génération, et quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, et de l'avoir qui est plus important que l'être, comment on a pu perdre ça en route? Parce que, effectivement, qu'est-ce qui est essentiel? Comment toi-même, qui a grandi en ayant ces deux mondes, entre ton grand-père qui était totalement, limite, proscrit de par tes parents, comment tu expliques que... Parce que peut-être, je sais pas, tous les parents, moi-même, je suis parent, on a envie que nos enfants soient mieux que nous. Toujours, je crois que c'est humain. Et si mes parents voyaient le grand-père qui était pauvre, et eux, ils travaillaient, parce qu'ils avaient compris que s'ils travaillaient et s'ils ne lisaient pas, ils étaient dans les champs, ils pouvaient vendre plus de légumes. Et donc, et moi, ils m'ont peut-être donné ça
parce que j'ai bossé énormément, parce que j'avais compris, si tu bosses, tu as un peu plus de confort matériel, donc tu es à l'abri de ce qui peut arriver. Tu n'es pas comme le grand-père à crever la dalle. Et puis voilà, et puis ça s'arrête quand? C'est où c'est où la fin du pognon? C'est où? Je sais pas, moi. Mon grand-père, il avait fini, quoi. Du moment qu'il mange, du moment que il avait même pas besoin de fringues. Il n'avait pas d'iPhone, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on est malheureux parce que on renouvelle pas son portable, parce que on prend pas du coca, parce que je vois des gens, c'est pas une critique, mais si quand même un petit peu, des gens qui ont pas beaucoup de moyens, mais des fois tu vois les caddies, il y a du coca, il y a du jus de fruits. Moi, je bois de l'eau au quotidien, c'est pas très grave. Alors, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on se crée pas des besoins là où il y en a pas besoin? Est-ce que changer, quand je vois le nombre de jeunes dans la rue avec des iPhones, oh là 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 là, mais alors ils ont pas de pognon, je comprends pas là. Il y a un décalage. Alors il faut un iPhone, il faut un accès à Internet illimité, ça s'arrête jamais, quoi. Est-ce qu'on est plus heureux? Bon, là, je commence à faire le vieux con, là, je sais pas, mais... non, mais c'est des questions existentielles et essentielles, donc pourquoi ne pas se les poser, ouais. Ouais, oui, est-ce qu'avec un iPhone dernier modèle ou avec des NAC au pied, on est plus heureux? Ben, moi, pas, je crois pas. Hein. Je crois avoir essayé de démontrer ça à mes enfants. Je crois que d'abord, ils n'ont pas le dernier iPhone, ils n'ont pas de Nike, ils n'aiment pas les marques, et j'en suis heureux et fier. Parce que je trouve que c'est une connerie, excusez-moi, pour arborer un Nike ou un Adidas. Enfin, j'ai rien contre Nike, mais encore que. On est à côté des vraies valeurs, quoi. Oh putain, je vais faire un gars, moi. Je pense pas. Voilà, je pense que c'est ça, les questions essentielles que tu aborderas lorsque tu feras tes conférences, à travers tes différents ouvrages futurs. Et puis cette compréhension du pouvoir de l'esprit. Je suis intimement convaincu que ça va aller dans ce sens-là. Claude, je rappelle ton livre, Le syndrome du bocal, aux éditions Buffet-Chastel. C'est dur à dire. Hein. Claude Pinault, non, ça va. Pinault, P-I-N-A-U-L-T. Écoute, je veux dire quoi, un grand merci pour être venu ce soir, pour nous avoir justement donné cette pêche, cette bonne énergie, cette pensée positive, et puis de nous avoir fait entendre que finalement l'être humain, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit qu'il peut atteindre le sommet. Hein, à mon étoile. Absolument, absolument. Tout est possible. Eh bien écoute, je te souhaite une bonne route, merci. Une bonne continuation. Et puis, certainement à une prochaine fois. Eh bien, une prochaine fois pour mon prochain livre.